Salut à tous, c'est Dev Suter et bienvenue dans le podcast Grenat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Grenat. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur, presque, non, en fait, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Dev Suter. Dev, comment tu vas aujourd'hui ? Salut, merci de me recevoir déjà, tout d'abord. Et puis, moi, je vais très très bien. Ouais, ça s'est bien passé l'entraînement ce matin ? Ça s'est bien passé, on a récupéré justement les joueurs de l'équipe nationale et puis on a fait un bon entraînement ce matin. Et on se réjouit de reprendre ça demain. Oui, parce qu'on tourne juste à la veille du retour à la compétition après la première pause équipe nationale. Ce jeudi, Genève Servette affronte Langnau. Comme ça, on situe un petit peu, parce qu'on ne sait pas exactement quand le podcast va sortir d'ici quelques jours. D'abord, comment tu trouves ce décor ? Ah, magnifique. Je l'avais déjà vu un peu dans vos précédentes vidéos. Et là, d'y être, vraiment, j'aime beaucoup. Ce rouge un peu, avec les maillots alignés comme ça, c'est très, très joli. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur toute ta vie, toute ta carrière. Comme d'habitude, j'ai posé 2-3 questions un petit peu sur toi à certains de tes coéquipiers, d'anciens coéquipiers, et ainsi de suite. Il y a des trucs un peu marrants. Et commence pas à regarder, qui vont être dites, sorties, etc. On va refaire un petit peu le tour. Aussi, c'est intéressant pour tous nos supporters, en fait, qui t'ont connu les premières fois où tu avais joué avec le GSHC, c'était il y a longtemps, il y a 12-13 ans en arrière. Et puis maintenant qu'ils te redécouvrent, tu es un autre homme, tu as 33 ans, tu es de retour à Genève, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant, surtout pour nos supporters. On va commencer par le début, parce que tu as un parcours assez atypique. Tu es né le 21 février 1992 à Douala, au Cameroun, où tu vis là-bas tes 4 premières années, loin de ta mère, qui, elle était ici. Tu as été élevé par tes cousins. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, puis si tu as des souvenirs un peu, toi, de tes premières années de vie. J'ai un peu quelques flashs comme ça, mais on m'a dit qu'en général, jusqu'à 4 ans, c'est très, très difficile d'avoir des souvenirs. Mais c'est vrai que nous, après, tu sais, je suis africain dans un sens. Donc ça veut dire que nous, c'est beaucoup la famille, les cousins, tout le monde s'occupe de toi. Donc moi, j'avais énormément, comme tu l'as dit, mes cousines, mes tantes. Je vivais chez mon grand-père à cette époque-là aussi. Donc moi, c'était un peu, j'allais à l'école, je jouais dehors. J'étais vraiment un enfant gâté, on va dire. J'étais un peu le chouchou de la famille, entre guillemets, vu que j'étais le plus jeune. Et de très bons souvenirs. Et après, il a fallu venir rejoindre maman. Donc, rentrer. Et du coup, maman qui elle, était en Suisse, comment ça se fait du coup qu'elle était en Suisse, que toi, t'as passé tes 4 premières années au Cameroun et ainsi de suite ? Parce qu'elle, elle est venue ici un peu plus tôt, en Suisse. Donc, c'était un moyen aussi. C'est toujours compliqué de venir directement avec ton fils ou amener des gens alors que tu sais pas vraiment entre guillemets, dans quoi tu t'aventures. Et c'était un moyen, je pense, pour elle de poser les bases avant toute chose. Et une fois qu'elle était prête, ou une fois que les choses étaient un peu plus stables, que je rejoigne par la suite. Tu te rappelles un petit peu, de nouveau, on sait que tu avais 4 ans, donc c'est des souvenirs qui sont un peu vagues, mais sur tes premières années ici en Suisse, c'est peut-être un petit choc aussi, déjà. Je pense que comparé au Cameroun, il doit faire froid des fois ici en Suisse, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a des cultures qui sont complètement différentes, et ainsi de suite. Ouais, il y a pas mal de choses, déjà, dans le sens où moi, j'étais vraiment le fils à maman. C'est-à-dire que je sortais pas de chez moi. Si ma mère était pas à côté de moi, je ne sortais pas de chez moi. Donc, j'avais énormément de mal à me faire des amis. Je m'en suis fait très vite après par l'école. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'allais pas à l'école, je voyais les jeunes qui jouaient dehors. Je me mélangeais pas. Tu vois, je restais à la maison. Ma mère, elle me raconte souvent ça, que depuis le balcon, je les regardais comme ça. Et puis, tu sais, je faisais comme si je leur tirais dessus. Ou j'avais pas l'habitude encore. Et puis après, une fois que j'ai intégré l'école, c'est là où en fait tout a changé, où j'ai été vraiment très, très sociable. Et je me suis super vite acclimaté. Ah, d'ailleurs, j'avais l'accent. T'avais l'accent ? Je parlais pas comme maintenant, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Et ça n'a pas été un frein pour toi ? Non, du tout, mais c'est vrai que souvent, je me dis, c'est quand même un changement, tu vois. Je suis arrivé, j'avais vraiment tout de là-bas, donc j'avais mon accent du Cameroun, etc. Et après, petit à petit, tout ça, ça a disparu, quoi. Et quand tu étais encore au Cameroun, ta mère, elle venait souvent te voir ? Oui. C'était, Non, elle venait me voir quand même, etc. Et du coup, quand tu l'as rejoint là-bas, je pense que ça a été un bonheur pour toi. Tu disais que tu es un fils à maman. Oui, c'était déjà ça, ouais. Mais après, c'est vrai que vu que j'ai beaucoup été aussi élevé par des femmes, donc j'ai toujours eu cette attache avec la gente féminine, c'est-à-dire ma mère ou mes cousines. Donc j'ai toujours été, pour ça que je dis le fils à maman, entre guillemets. Et quand je l'ai retrouvé ici, c'était comme tu l'as dit, c'était comme si je voulais plus la quitter, tu vois.
es très attaché à tes racines camerounaises. Tu retournes des fois à Douala. Raconte-nous un petit peu cette relation que tu as avec ton pays d'origine. Bah, c'est vrai que pendant très longtemps, j'y étais pas retourné, notamment à cause du hockey, parce que les périodes de vacances, j'avais souvent à cet âge-là, tu sais, on avait les moins de 16, les moins de 17 en équipe nationale, donc c'est souvent la période où je pouvais pas aller avec mes parents. Mais j'ai toujours été très, tu vois, je regarde énormément de skit, c'est-à-dire tout ce qui est comédie, etc. J'écoute de la musique aussi, et j'aime bien, avec ma famille qui est même ici en Suisse, on se voit et on passe souvent des bons moments où on rigole. Donc oui, j'ai toujours été très attaché à ça aussi parce que ça fait partie de qui je suis et j'ai pas forcément envie d'oublier d'où je viens. Tu te sens plus suisse maintenant que tu as fait quand même l'essentiel de ta vie en Suisse ou camerounais? Franchement, si je dois le dire, parfait mélange des deux, tu vois. Je pense que je me sens. Enfin, c'est toujours difficile à dire parce que si je vais là-bas, ils vont me dire mais t'es suisse. J'ai vraiment rien. Et quand je suis là, ça dépend. J'ai les deux, mais je me sens quand même beaucoup plus suisse dans le fait que, comme je t'ai dit, depuis 4 ans, j'ai vraiment pris cette culture, tu vois. Le seul truc que j'ai pas encore vraiment de la Suisse, c'est l'heure, être à l'heure. Toujours en retard? Pas toujours, mais c'est vrai que je prends mon temps. Tu sais, j'ai un peu ce côté chill, ouais, tu vois. Je pense que c'est ça encore que j'ai gardé. Bon, t'es arrivé en avance aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, j'étais prêt. Mais c'est ça, tu vois. Comme quoi, ça vient, ça met peut-être un peu de temps, mais ça vient. C'est bien. Du coup, tu reviens en Suisse, tu arrives en Suisse, tu rejoins ta mère, tu grandis à Montaix. Mm-hmm. Avant de parler comment t'es venu le hockey, tu m'as toujours dit que t'étais un grand fan de basket. À Montaix, il y a du basket. Pourquoi t'es allé au hockey et pas au basket? En fait, je connaissais pas le basket avant. C'est après, vraiment, en découvrant... Quand t'étais à Seattle? Voilà, exactement. Okay. Même un peu avant, où j'ai commencé à découvrir un peu Michael Jordan, etc., où j'ai commencé à aimer le basket. Mais avant ça, quand je suis arrivé, tu vois, jusqu'à ce que je commence le hockey, c'est-à-dire 9 ans comme ça, je connaissais pas du tout ce sport, tu vois. Moi, en tant que Camerounais qui venait d'arriver, puis dans mon pays, c'est le foot. Okay. Tu vois, donc c'était vraiment le foot. Donc d'ailleurs, j'ai commencé par le foot, mais après, j'ai fait du hockey. Et du coup, le hockey, comment ça t'est venu? Ouais, tu l'as dit, à 9 ans, tu as presque commencé tard par rapport à quand tu écoutes un peu le récit des carrières des autres joueurs professionnels. 9 ans, c'est presque tard. Ouais, c'est tard, mais tu vois, en fait, à l'école, surtout en Valais, je sais pas comment ça se passe à Genève, mais nous, tout ce qui était patinage, ski, c'était obligatoire à l'école. Donc j'ai commencé comme ça en allant avec mes anciens camarades de classe. Et en fait, j'étais trop nul. Je savais pas patiner, tu vois. Mais vraiment pas. En fait, rien que la glace, c'était quelque chose que je connaissais pas, tu vois. Je comprenais pas le concept de glisser sur des patins. Et en fait, si tu veux, j'avais encore un très bon ami à moi maintenant qui lui patinait pas mal avec ses frères. Et en fait, tu sais comment c'est, les jeunes. On est très durs. On se moque. Et en fait, moi, je l'ai vraiment pris personnellement parce que je voyais qu'il faisait que de me charrier, de dire t'es trop... Et en fait, je l'ai pris vraiment personnellement. Et après ça, en fait, j'ai commencé à aller un peu plus. Et puis, à force de jouer, à force de patiner, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, je vais faire du hockey, en fait. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé. T'avais des idoles quand tu étais jeune, quand tu as commencé à jouer au hockey, du coup, tu t'es intéressé, je pense, au hockey, etc. T'avais des posters dans ta chambre où t'as vraiment genre... J'avais pas forcément des posters. J'ai jamais été un gars... Très poster. Ouais, je suis pas... C'est bizarre ce que je vais dire, mais j'idolâtre personne. Ok. Mais j'aime beaucoup certaines personnes, tu vois. Mais par contre, j'ai reçu mon premier maillot de hockey, c'était, je crois, Joe Sakic. Mm-hmm. À l'époque, non, en fait, je dis n'importe quoi. C'était Peter Forsberg. Ok. J'avais une canne. Même équipe. Ouais, exactement, Peter Forsberg. J'avais un maillot de la Suède. Ouais, ah oui. C'est mon premier maillot de hockey, tu vois. Et après, je m'étais un peu renseigné. J'avais vu que c'était un super joueur. Et après, en grandissant, j'ai beaucoup aimé Piquet Subban. Tu vois, et là, c'était plus à cause du côté identitaire où tu vois quelqu'un qui te ressemble un peu et puis tu vas là-dessus. Tu vois. D'ailleurs, question là-dedans, quand tu es jeune et justement que tu cherches un peu justement à te représenter via des personnes, quand tu fais du hockey, il y a quand même très peu de joueurs à peau couleur noire. Comment tu as un peu vécu ça? Est-ce que, d'ailleurs, après ça va venir sur une question un peu générale là-dessus, mais... en tant que noir dans le hockey, tu as déjà vécu de la discrimination ou tu as ressenti un petit peu sa différence vu que c'est un sport qui est quand même essentiellement joué par des personnes de couleur blanche? En fait, c'est là où, tu vois, en fait, quand moi j'ai commencé jusqu'à un certain âge, je pense que j'avais, 10, 11 ans, il y avait un autre joueur de couleur qui jouait aussi à Montaix. Ouais.
Un qui est... Non, lui, il est beaucoup plus jeune. Un autre, mais qui a pas fait de carrière, mais qui jouait un peu, tu vois. Donc là, déjà, j'avais, entre guillemets, ma première représentation, parce que lui, il était plus âgé que moi. Okay. Et c'est juste que lui, il n'a pas continué. Il s'est arrêté vraiment, je pourrais même pas te dire, peut-être en junior. Okay. Il s'est arrêté. Et après, lui, il m'expliquait que lui, il a eu pas mal de problèmes. Et moi, j'ai toujours continué dans mon truc, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours été, moi, je fais ça, le reste, ça m'est égal, tu vois. Mais j'ai jamais ressenti, même quand j'étais jeune, un truc où je me sentais exclu. En fait, si tu veux, j'ai toujours eu, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé, j'avais du mal à me mélanger. Mais une fois que j'ai été à l'école, etc., c'est là où j'ai... c'est bizarre ce que je vais dire. Je vais pas dire que j'étais un aimant, mais je me suis toujours fait beaucoup d'amis. Ouais. Que ça soit au foot ou au hockey, j'ai eu pas mal d'amis. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à avoir une meilleure intégration, on va dire. Ou peut-être de pas ressentir ce côté de différence. Tu vois, je pense que c'est ça. J'ai jamais vraiment ressenti... Ah ouais, je suis pas comme eux ou quoi que ce soit. En tout cas, à ce niveau-là, tu vois. Après, c'est vrai, quand tu grandis, tu arrives à un niveau différent où il y a déjà plus de gens, etc. Mais de problème frontal, non, j'ai jamais eu. Après, il y avait eu un petit incident quand j'étais en Ligue B. Mais là, encore une fois, c'était pas un truc de fou. Tu vois, ça a été repris d'une manière où ça donnait un peu... ça faisait ressentir que c'était un truc super grave. Alors que non, tu vois, c'était quelqu'un qui avait dit quelque chose, mais personne ne sait ce qu'il a dit, forcément, et on l'a, entre guillemets, confronté. Enfin, je l'ai aussi confronté, tu vois. Puis après, il m'a dit non, je sais pas ce qui se passe. Puis plein de gens sont arrivés. Puis après, dans les médias, ça avait été un peu déformé, comme quoi. Enfin, moi, mes parents, ils avaient eu peur, tu vois. Ils se sont dit, sûrement des gens l'ont attendu pour le menacer, pour ça, alors que non, tu vois. Il y avait rien de tout ça. Mais sinon, vraiment, de manière frontale, non. Toi, tu as eu pas beaucoup de personnes sur lesquelles t'identifier, toi en tant que joueur à peau couleur noire. Est-ce que toi, tu as un peu l'impression d'être cette personne sur lesquelles peut-être d'autres jeunes peuvent s'identifier maintenant ? Après, ça a été un peu un objectif, on va dire, dans le sens où, je t'ai dit, après, quand tu arrives à un certain âge, j'avais regardé un film de baseball. C'était... Jackie Robinson, exactement. 42, exactement. Puis ce film m'avait marqué dans le sens où je me suis dit... Tu sais, tu prends un peu conscience, tu te dis, mais attends, à cette époque-là, ce gars-là, il était capable de faire ça et il n'avait pas vraiment d'aide, tu vois. Toi, à l'époque où on vit, tu peux pas avoir peur, tu vois. Et je pense que ça m'a aussi fait un boost où je me suis dit, non, en fait, t'as pas à avoir peur ou quoi que ce soit. Et si tu peux l'être, je dis pas que je m'auto-proclame pas la voix de ces jeunes ou quoi que ce soit, mais c'est plus le côté où, oui, si un autre jeune qui sait que soit comme moi peut se représenter en me disant lui il fait ça, pourquoi pas moi, oui, c'est clair, c'est clairement un objectif. On va parler un peu du coup de tes débuts de hockey. C'est allé quand même assez vite pour vite. toi. Ouais. Je veux dire, là, j'avais regardé, t'as à peine 14 ans. Ouais. Tu joues déjà 3 matchs avec Montais. Alors, c'est dans la 3e division suisse, etc. Mais t'as 14 ans et tu joues avec des adultes. C'était quoi ? C'est un gros sentiment de fierté, là, je pense, quand ils t'ont appelé. C'est clair qu'à cet âge-là, tu vois des adultes, tu dis, mon Dieu, c'est vraiment bien. Mais tu sais, j'avais tellement de plaisir et de fun que tu réalises même plus, en fait. Tu viens, tu joues, et puis t'es content. Enfin, t'as un peu ce stress parce que tu dis, ça reste des adultes, puis tu les voyais quand t'étais plus jeune comme des héros, entre guillemets. Et après, en fait, quand tu joues avec eux, tu prends plaisir et tu te dis, j'ai énormément de chance. Et puis t'as cette humilité qui dit, Mais après, t'as aussi le côté où tu te rends pas compte du monde extérieur, entre guillemets. Toi, t'es que connecté à monter et tu penses que le hockey, c'est ça, tu vois. Et c'est après, en fait, quand tu pars, et quand j'ai eu la chance de partir à Genève, toujours à 14 ans, où tu vois qu'il y a d'autres jeunes qui ont ton âge, qui jouent comme toi, qui sont tout aussi bons. Et avant de partir à Genève, tu te rappelles un petit peu des nounous que tu as eu quand tu étais jeune ? Des nounous ? Ouais. C'est-à-dire des nounous ? Des personnes qui veillaient un peu sur toi. Il n'y en a pas une qui t'a un petit peu traumatisé Traumatisé, c'est un grand mot, mais tu dis toujours à Genève ? Non, là, quand tu étais à Montais. Quand j'étais à Montais ? Une nounou ? Une nounou à un camp de hockey. Ah ouais. Arnaud. Ouais, Arnaud Jacquemet. Tu peux nous raconter ? Apparemment, il t'a maltraité aussi. Bon, après, parce qu'apparemment, tu faisais un petit peu le con aussi. Ouais. Après, Arnaud, je sais plus où il jouait à cette période-là. Il devait avoir 16-17 ans, donc je pense qu'il était à Cloton déjà. Ouais, il jouait à Cloton, exactement, et il nous avait fait l'honneur de venir pour le camp de la Valaisanne, parce qu'à cette époque-là, j'étais en Valaisanne, il y avait les sélections cantonales. Mais c'est vrai qu'Arnaud était venu, et je connaissais un peu son frère, je connaissais bien son frère.
lui un peu moins à cette époque-là. Et c'est vrai que on lui avait fait voir de toutes les couleurs aussi. Ouais, il nous avait dit d'aller dormir parce qu'on était, tu sais, ces chambres où on est 12, 13. Les dortoirs, ouais. Exactement, les dortoirs. Et on n'arrivait pas. Tu sais comment c'est. Déjà, moi, j'ai du mal à dormir de base. Et il est venu, puis quand tu mets 13 gars, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui dorment pas, il y a personne qui dort. Et je me rappelle qu'Arnaud, il avait dû revenir peut-être 5-6 fois parce qu'il disait, ça suffit, vous arrêtez. Et puis, j'arrivais pas à le prendre au sérieux, tu vois, vu que je le connaissais bien. Et je me rappelle, il nous a fait courir, lui. Ouais, il m'a dit, apparemment, 3h du matin, ou je sais pas à quelle heure. 3h du matin, il nous a fait sortir, courir, etc. Au début, on rigolait, puis après, non, c'était moins drôle. Mais c'était un bon souvenir, ouais. Après, toi, t'as joué avec Arnaud ou pas? Non. Hein. Non, ouais, je suis parti de Genève, il est venu arrivait, après. Ouais. Et puis, quand lui, il a arrêté, t'es revenu. Ça te fait quoi maintenant de le voir justement au club en tant que secrétaire général? Au final, c'est toujours la même chose. Si tu fais quelque chose un peu de travers, il va te faire courir à 3h du matin. Ouais, exactement. C'est la même chose, mais ça fait plaisir déjà pour lui, je pense. Et après, j'aurais aussi vraiment aimé pu jouer avec lui. Mais Arnaud, je l'ai toujours vu un peu suivi à distance. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir le plaisir de jouer avec lui. Ouais. Du coup, après, tu arrives à Genève. Donc, j'ai vu, tu t'es passé vraiment sur une année, tu as fait toutes les catégories quasiment. Tu as très vite monté les échelons. Tu as même très vite commencé l'année d'après à jouer déjà avec les juniors élites. Tu as aussi eu des premières convocations avec les moins de 16 ans en équipe nationale. À quel moment tu t'es dit, waouh, tout ça, ça prend vraiment. Enfin, ça a l'air vraiment sérieux. Peut-être que, je vais pouvoir peut-être en faire vivre justement de ma passion, vivre du hockey, peut-être devenir professionnel. Franchement, très tard. Très tard? Ouais, très tard. Parce que quand j'étais à Genève, en junior, novice, etc., je prenais pas conscience parce que dans ma tête, j'avais du plaisir. Enfin, tu sais, tu pars de Montaix, il y avait pas ce côté professionnel où tu t'entraînes 2 fois par jour, etc. Tu vois, moi, si l'entraînement, il était à 17h, à 16h45, j'arrivais, puis je m'habillais, puis j'allais. Okay. Donc déjà, il y avait tout ce processus à mettre en place et à accepter aussi que le hockey, c'était pas juste de jouer, il fallait s'entraîner en fait, tu vois. Parce que comme je t'ai dit avant, tu as d'autres joueurs qui sont bons, mais il te faut aussi t'entraîner pour pouvoir rivaliser avec ces joueurs. Donc ça a vraiment été, je dirais, en partant aux États-Unis, donc vers 19-20 ans, que je me suis dit, en fait, je peux le faire, tu vois. Parce que j'étais un peu une forte tête plus jeune. Je pense que lui, Matt, il pourra te dire si tu lui demandes un jour. Mais jeune, j'étais pas facile à gérer. Ouais. Parce que maintenant, t'es facile à gérer? Maintenant, je suis plus facile, je dirais, parce que je comprends les choses différemment. Tu disais, oui, tu as eu des belles saisons. Tu as fait 2 grosses saisons en junior élite. Deux grosses saisons en junior élite avec le Genève Servette. Et après, tu décides de finir ton cursus junior à Seattle en WHL. Raconte-nous un petit peu, déjà, comment ça s'est passé, les contacts, l'idée, comment tu as eu l'opportunité d'aller là-bas. Et après, je pense que c'est un choc encore plus d'arriver. T'es né au Cameroun, t'arrives à Montaix. Ouais. Déjà, pour toi, c'était un choc. Après, arriver à Genève, c'est là le professionnalisme, peut-être une plus grande ville. Et là, maintenant, t'arrives à Seattle. Raconte-nous un petit peu toute cette période qui a duré 2 ans. Ouais, en fait, ça s'est fait parce que j'avais fait les championnats du monde moins 18 avec l'équipe suisse. Et il se trouve que l'entraîneur du Canada, c'était l'entraîneur de Seattle également. Et on avait battu le Canada. Donc, je pense que j'ai dû faire quelque chose de bien qui lui a plu. Et je suis rentré en Suisse et j'étais avec un autre joueur à l'époque qui s'appelait Mike Vermeil, qui a le même âge que moi. Ouais. On jouait, encore une fois, à FIFA, etc. On jouait à la Play. Et si tu veux, lui, il a reçu un appel. Il a reçu un appel de son agent qui lui dit « Est-ce que tu connais Dave Sutter ?» Et moi, je n'avais pas d'agent à cette époque. Et il lui dit « Ah, bien sûr, c'est un de mes très bons amis. D'ailleurs, il est à côté de moi. » Puis il me dit, donc il me le passe au téléphone, on discute un peu, il se présente et il dit, nous on a reçu des appels te concernant, donc on aimerait bien travailler avec toi si tu es d'accord. Et je me suis dit, moi je sais rien sur mon père. Je dis, on pourra discuter, je sais pas si j'ai forcément besoin d'argent, mais on se redit. Donc on raccroche et le lendemain, je reçois un appel des États-Unis, un de ces numéros +1, j'avais aucune idée, je me suis dit, wow. Je réponds. Et bon, moi, j'avais fait l'école, donc je connaissais mon anglais d'école de commerce, première ou deuxième année. Et là, j'entends vraiment un accent vraiment américain. Yeah, you know. Donc, je me dis, OK, j'écoute. Et puis, j'écoute du mieux possible. Puis, il commence à me parler, il se présente. Je sais qu'il était le GM, justement, de Seattle Thunderbirds, qu'ils étaient intéressés à me recruter, nanana. Et je lui ai parlé du mieux que j'ai pu, quoi. Et je lui ai donné mon mail, etc. Et là, dès qu'on a raccroché, tout de suite... j'ai rappelé en fait
l'agent en question et je lui dis écoutez, voilà, moi, non, c'est ce qui vient de m'arriver. Est-ce que vous pouvez m'aider ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après, eux, ils ont fait un bon travail, ils ont tout géré. C'est-à-dire, il fallait regarder par rapport au visa, par rapport à ça. Il y avait pas mal de choses administratives à gérer. Et moi, comme je t'ai dit, à cette époque-là, moi, je voulais juste jouer au hockey. Tout le reste, c'était pas mon délire. Tu vois. Mais c'est vrai, comme tu dis, arriver après à Seattle, et c'est pour ça que je te dis, j'adore. Pour moi, c'est important de savoir d'où je viens. Parce que tout le long de mon parcours, je vois, comme tu as dit, je suis né à Douala. Tout d'un coup, déjà, je suis en Suisse, à Montaix. Après ça, tu arrives, tu es à Genève. Et après ça, tu arrives, tu es aux États-Unis en plus pour ton sport. Tu vois, c'est pas comme si j'étais pour autre chose. C'était vraiment. À la base, j'allais peut-être même pas aller, mais en fait, j'ai été parce qu'à cette époque-là, j'avais un peu. Tu sais, on a tous cette vision des États-Unis. Moi, je voyais des séries. Je voyais les bus en jaune. Je voyais tous ces trucs. Donc, je me suis dit, hey, go, c'est peut-être. Pourquoi pas? Et pour l'expérience, je me suis dit, allez, je vais voir juste pour l'expérience et on verra le reste. Puis c'est comme ça que j'ai dit, bon, allez, c'est parti. Puis du coup, comme tu disais avant, c'est aussi là où tout d'un coup, il faut qu'il y ait des agents, il y a des gens qui t'appellent, et il y a de l'intérêt pour toi outre-Atlantique. C'est là vraiment où tu t'es dit, là, je peux devenir peut-être professionnel. C'est même encore après ça. Ah, encore après? Parce que là, il y avait quand même des signes, quand même, au bout d'un moment. En fait, les signes, je pense, ont toujours été là, mais après, tu sais, c'est toujours le mindset, en fait, tu vois. Je savais pas à quoi m'attendre. Et là-bas, en fait, j'ai appris, on va dire, la rigueur et le travail. Et en fait, vu que tu travailles beaucoup, et puis c'est beaucoup de matchs, tu vois, c'est énormément de matchs. Et puis il y a aussi cet aspect mental où tu sais que ça va pas tout le temps bien. Comment tu fais pour que ça aille mieux? Et dès que je l'ai fait, après une saison, 2 saisons, je me suis dit mais en fait c'est ça être pro, tu vois. Et je me suis dit en fait je peux le faire. Tu vois, j'avais plus ce doute où avant en fait, comme je t'ai dit, comme j'étais difficile à gérer, c'est parce que le travail je le faisais mais fallait vraiment que je me force, tu vois. Et là je l'avais appris à le faire où c'était un plaisir. C'était devenu en fait dans la culture. Dans ma culture, il fallait bosser. Tu fais tes 2 saisons là-bas, tu fais 2 mondiaux aussi U20, ça fait beaucoup de lumière sur toi, surtout à cette époque-là, quand il y a un Suisse qui joue les juniors en Amérique du Nord, qui fait les mondiaux avec l'équipe U20 de la Suisse, etc. Ça crée beaucoup d'intérêt. Est-ce que, juste avant de revenir en Suisse, tu l'avais senti cet intérêt? Alors, tu étais toujours lié avec le Genève Servette, mais est-ce que tu as senti justement, en arrivant, en te disant, il y a des équipes qui ont demandé, et ainsi de suite, tu as senti vraiment tout d'un coup qu'il y a beaucoup de lumière qui était sur toi? Ouais, tu sens quand même le côté où il y a pas mal de choses qui tournent autour de toi, qui gravitent autour de toi. Et après, c'est juste comment tu gères ça, en fait. Et moi, j'étais à une période où, tu vois, quand tu pars 2 ans comme ça, alors que tu n'étais pas sûr de vouloir faire du hockey, tu arrives dans un autre monde, tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis. La première année, j'avais pas de voiture, tu vois. Donc, j'avais un roommate, si tu veux. On vivait dans une famille d'accueil et puis lui, il m'amenait partout. C'était presque mon chauffeur, mais malgré lui. C'est parce qu'il était gentil et puis il me prenait, puis on faisait tout ensemble. Ma 2e année, je me suis acheté une voiture, donc j'étais un peu plus autonome. Mais c'est vrai que il y avait tout ce côté en Suisse, en fait, qui me manquait, où je me disais, mais je peux faire ça en Suisse, en fait, tu vois. Et puis, de l'autre côté, il y avait Chris aussi qui me disait, je pense que exactement, c'est le temps pour toi de rentrer, etc., t'es prêt. Et ouais, il y a eu pas mal de choses qui ont joué sur le fait que je voulais rentrer après. On m'a dit qu'avant de faire tes premiers matchs avec Genève Servette, apparemment, tu t'es vraiment chié dessus. Quoi? On m'a dit ça. C'est qui t'a dit ça? Mais ça va, oui. Elliot Berton. Mais c'est un malade. Il m'a dit que vous deux, tous les deux, juste avant de commencer à jouer. Premier entraînement. J'ai dit match, pardon, premiers entraînements avec le Genève Servette, au niveau pro, et etc. Que vraiment, vous étiez vraiment. Mais la façon de le dire, on sait pas vraiment. Alors lui, il m'a dit, tu lui dis bien comme ça. Parce qu'il s'est fait vraiment dessus. Non, on s'est pas fait dessus. C'est vrai qu'on avait vraiment. Imagine-toi, t'as 15 ans. Ouais. Tu passes par-dessus les juniors, tu viens directement en Liga. Et au début, c'était cool parce qu'on était 3. Il y avait Elliot, Mike Vermeil et moi-même. Donc là, ça allait, mais c'était déjà très stressant. Et le lendemain, j'ai dû aller, mais j'étais tout seul. Donc ça faisait assez peur. Mais heureusement pour moi, il y avait quand même des joueurs. J'avais Goran Bezina, qui venait aussi de Montaix, et puis qui était un peu mon mentor à cette époque-là. Donc ça aide d'avoir quelqu'un comme ça qui te facilite, entre guillemets, l'accès. Mais c'est vrai que, c'était... En plus, Chris, c'est pas quelqu'un de facile. Hein. Quand il vient à 15 ans, tu sais que tout doit jouer, les passes doivent fonctionner, et t'as ce stress. J'allais vraiment à l'entraînement avec la boule au ventre.
Et ça s'est bien passé finalement? Ça s'est bien passé, mais ouais, non, la sensation reste la boule au ventre. Tu as eu cette sensation aussi en revenant du coup à Genève, après à Seattle, où là tu joues 3 matchs avec le Genève Servette, tes vrais débuts entre guillemets professionnels, tu avais un peu cette sensation, cette boule au ventre, ça t'a fait quelque chose ou là tu étais déjà plus posé et puis moins de stress? J'avais déjà moins de stress, bah, tu vois, je revenais, j'avais 19, 20 ans, tu vois, j'avais déjà pris 4 ans. Et après, tu te dis que tu es dans l'équipe. En fait, j'avais juste déjà cette satisfaction de pouvoir porter ce maillot. Tu te dis, maintenant j'y suis, je suis en Liga, en plus Genève Servette, j'étais prêt à faire n'importe quoi, tu vois. J'étais le petit jeune où il y a des matchs, je jouais pas, mais j'étais tellement content d'être là, tu vois. Donc, tu as ce côté-là et tu sais que c'est des étapes. Tu passes par ça et tu sais que pour arriver après à jouer, etc., ça prend du temps, mais c'est juste la constance et tu dis, bon, je baisse la tête, je travaille et mon heure viendra, tu vois. Et ça, c'est ce que j'avais appris aux États-Unis, ouais, exactement. Justement, il y a ces 3 matchs avec Genève Servette, mais cette saison-là, tu joues toute la saison quasiment, ou presque toute la saison, avec Martigny. La saison d'après aussi. Après, tu vas à la Chaux-de-Fonds, où tu as une petite pige avec Fribourg-Gotteron, tu as fait quelques matchs. J'ai fait 2 matchs. Voilà, 2 matchs. Du coup, quand tu reviens des États-Unis, tu as vu cette lumière, tu as fait les championnats du monde, tu joues tes premiers matchs, et d'un coup, tu es parqué presque 3 saisons à l'NB. C'était pas un peu frustrant pour toi? Tu l'as mal vécu? C'était très frustrant au début. Si je suis honnête, c'était très frustrant parce que comme je t'ai dit, moi, j'avais parlé beaucoup avec Chris. Et en fait, tu avais tout ce côté où tu te dis, OK, c'est bon, je vais être là. Après, c'est vrai qu'on était 3 défenseurs un peu du même profil. Elliot Antonietti, Mike Vermeil et moi-même. Assez grand gabarit comme ça, puis le même âge, plus ou moins. Et il fallait faire des choix. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Martigny au début, je me suis dit, ça se passe pas comme prévu, tu vois. Donc au début, t'acceptes pas vraiment la situation. Et après, tu relativises. Tu vois, ça, c'est aussi ce que j'ai appris là-bas, où tu relativises, où je me suis dit, au final, je suis à 15 minutes de chez moi en Valais. Je dors chez papa-maman que j'ai pas vu depuis 2 ans consécutifs. Donc là, je suis avec eux presque tout le temps. Et tu dis, bon, c'est pas grave. J'avais en plus la chance, j'avais Fedulov qui était là, Igor. J'avais Albert Malguin qui m'a beaucoup aidé en vrai. Et en fait, après, tu te dis que ces gens-là, ils t'aident. Et tu dis, mais en fait, c'est peut-être le chemin à suivre. C'est peut-être ce qui va m'aider à revenir encore mieux, tu vois. Mais c'est clair qu'au début, j'ai eu énormément de frustration. Après, tu as nourri, t'as rongé, entre guillemets, ton frein. Tu as pu te développer aussi en tant que joueur. Et c'est Bienne qui donne la possibilité de devenir un joueur de LNA. Bienne, avec qui tu fais 2 grosses saisons. Tu fais aussi tes premières expériences avec le maillot de l'équipe nationale. Mais avant de parler de ça, raconte-nous un petit peu ton passage à Bienne. À Bienne, c'était très cool. C'était aussi une façon de devoir prouver. Parce que quand tu viens de Ligue B, il y a toujours ces interrogations. On se dit, est-ce qu'il pourra assumer ce niveau? Est-ce que c'est la même chose? Et en fait, là, la même chose. J'ai aussi eu énormément de chance de tomber dans une équipe où il y avait beaucoup de jeunes. Et je me suis fait aussi pas mal de bons amis, notamment Gaëtan Haas, etc., pas mal de joueurs. On a grandi ensemble, on va dire, enfin grandi. C'était pas long, je suis pas resté longtemps là-bas, mais on était très très souvent ensemble. Elliot Berton aussi. Et en fait, Kevin Schlepfer, ça a été aussi je pense, une personne importante dans ce développement parce que quand je suis arrivé, il m'a pas mis trop de freins. Il m'a juste dit, écoute, fais ce que tu peux, montre. Je veux juste que si tu essayes à fond. Et puis le reste, tu t'inquiètes pas de ça, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça te met tout de suite à l'aise. Et tu sais que tu es là pour, je vais pas dire t'amuser, mais tu sais que tu peux juste jouer, puis ça te donne encore plus de plaisir à jouer. Plus de confiance, moins de pression. Plus de confiance, aussi. moins de pression. Et ouais, tu es prêt à tenter beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'ai eu des bonnes années à Bienne. Il paraît que tu as aussi sauvé presque la vie de certains de tes coéquipiers en sortie de boîte un soir à Bienne. Ah ouais, mais c'est tout le temps ça. Je ne sais même plus le nombre de fois. Il y en a une fois en particulier, c'est Elliot qui l'a raconté, où apparemment vous êtes un peu chauffé, c'est dit venez on sort, ils se sont tous chauffés, mais au final ils étaient pleins et toi t'es arrivé puis ça s'est calmé, non? Ouais, ça s'est calmé. En fait, c'était cette histoire. Je t'ai dit, on était tombé, c'était limite, ça allait partir en bagarre. Ouais, ça allait partir en bagarre. Et bien sûr, qui c'est qui commence? Toujours Elliot. Elliot Berton. Toujours. Et moi, je suis arrivé, et si tu veux, c'était des gars, ils parlaient dans la boîte. Et tout d'un coup, j'arrive, je demande à Elliot, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Puis personne me répond, j'entends juste, on va dehors. Donc moi, tu vois, je me dis, allez, on va voir ce qui se passe. Et si tu veux, j'aime bien observer, j'ai assez le sens de l'observation. Et je vois celui à qui on parle avec Elliot,
il était déjà costaud, tu vois. Mais après, je vois, il y a 4 autres gars un peu situés à chaque coin, vraiment, tu vois. Puis je regarde avec qui je suis et je me dis, ah ouais, c'est pas des bagarreurs du tout, c'est un peu plus gringalet et tout. Je me dis, non, là, on n'a aucune chance. Si vraiment ça part, si je lui mets le coup, je pense qu'on n'a aucune chance, tu vois. Et à un moment, je parle avec le gars et puis je lui dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis on discute, j'essaie d'arranger les choses, parce que je suis quand même quelqu'un de pacifiste. Et puis j'essaie d'arranger les choses et tout d'un coup, il dit, ouais, je parle pas avec les bips, tu vois, je sais pas si je peux le dire là. Les quoi? Bah, les petites... les petits... le dis pas. Voilà. Mais ils vous ont insulté. Voilà, il nous a insultés, tu vois. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, quoi? T'as dit quoi? Et tu vois, je me suis un peu emporté et je lui ai dit, redis ça encore une fois. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, s'il le dit, j'ai plus le choix. Tu vois, s'il le dit, je pense à moi, je le cogne. Lui, je peux le gérer. Tu vois, j'avais déjà calculé que lui, je peux le gérer, tu vois. Après, les autres, je me suis dit, ça va être compliqué, mais je peux pas partir. Et heureusement pour nous, je te jure, il a rien dit. Okay. Il a rien dit et un autre de ses potes est venu, l'a pris, a dit, c'est bon, on y va. Mais je te jure, ils étaient vraiment costauds. C'était vraiment un peu, tu sais, le style motard et tout. Ouais. Et après, quand on en a parlé avec eux, on dit, hey. Et puis même les autres m'ont dit, hey, on a une chance. Et c'est là que tu dis, des fois, l'audace, le bluff, des fois, ça marche et ça a marché pour nous ce soir-là. Elliot Berton aussi qui m'a dit, par contre, qu'il était meilleur que toi à FIFA, mais apparemment que tu ne l'admettrais jamais. Non, ça, il ment. Je l'ai entraîné à FIFA. Il m'a dit qu'apparemment, il t'a battu et puis que. En fait, non. Moi, j'ai pas peur de dire la vérité. En fait, pendant très longtemps, j'ai été bien meilleur que lui. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté FIFA. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, j'ai devenu un peu plus mature, j'ai dit j'arrête. Et lui, il a continué. Non, il n'était pas. Je lui ai dit, j'ai pas peur de le dire. Désolé, Bébert, t'es pas mature. Et lui, il n'arrêtait pas. Donc, il a essayé, il a joué. Et que j'ai arrêté. Et c'est vrai que sur, je crois, les 3 derniers matchs, il m'a battu 2 fois et j'ai gagné qu'une fois. Mais ça veut rien dire, tu vois. Si j'ai gagné 150 fois, il gagne 3 fois. Au final, j'ai gagné. C'est les 3 dernières. Oui, mais. Tu vois. Mais là, aujourd'hui, tu penses, là, tous les deux, vous jouez plus du tout à FIFA. C'est qui bat l'autre? Ça, honnêtement, je sais pas. Je pense que ça serait serré. On va organiser ça. Ouais. On va organiser ça. Revenons un peu sur le hockey. Du coup, Bienne, on était en train de parler de ça. Grosse saison. Du coup, là, appel de l'équipe nationale. Ça te fait quoi? C'est une fierté. Tu te dis, en fait, c'est surtout une fierté personnelle parce que tu te dis, ça fait 1 an que je suis en Liga et puis tu as déjà la chance en fait de pouvoir porter ce maillot. Quand tu sais à quel point c'est difficile et puis qu'il y a des joueurs qui ne l'ont jamais porté. Donc, ça reste une très grande satisfaction. Alors, tu joues quoi? Une quinzaine de matchs? Ouais. Que des matchs dans des tournois amicaux. Tu trouves... Enfin, t'as pas été frustré, mais tu dis que c'est dommage qu'on t'ait peut-être pas donné la chance sur un grand tournoi? Ou tu penses que finalement, t'étais quand même assez loin de le jouer? Non, en vrai de vrai, j'ai vraiment mes idées là-dessus. Si tu veux, ça a commencé sur le premier tournoi. J'étais venu ici faire le dernier match qu'il y avait avant le cut, tu vois. J'ai fait toute la préparation. La préparation qui s'était très bien passée. Et celui-là, je veux bien admettre, tu vois, parce que sur le dernier match qui était ici, je me suis mis beaucoup de pression à moi-même, tu vois. Et j'ai pas fait le match que j'aurais dû faire, tu vois, sur un match. Donc là, quand j'ai eu le dernier cut, il m'avait expliqué, il m'a dit, écoute, peut-être qu'il y a trop de choses qui sont arrivées pour toi, parce que je venais de signer à Zurich à ce moment-là. J'avais fait mon premier tournoi en équipe suisse où j'avais marqué des buts. On avait gagné le tournoi. Enfin, il y avait pas mal de choses, c'est vrai, qui sont arrivées, qui avaient été très positives pour moi. Et en fait, sur ce dernier cut, j'ai déjà été frustré, mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est ma première saison, enfin, 2e saison Liga, j'ai déjà été jusqu'à là. J'accepte, tu vois. Et en plus, il m'avait expliqué, il m'a dit, écoute, ça, c'est ton équipe. L'année prochaine, tu auras de nouveau ta chance, t'inquiète pas. Va à Zurich, impose-toi. Et puis, donc, je me suis dit, OK, pas de souci. Donc, j'ai pris mon sac, je suis parti, je suis rentré à la maison. Je me suis dit, pas de souci. 2e année, donc l'année où je devais m'imposer à Zurich, etc. Donc là, cette fois-ci, on fait champion suisse avec Zurich. Cette fois-ci, je rate la préparation parce que on est en play-off, tu vois. Et cette fois-ci, je suis convoqué, donc je fais pas la préparation, mais je pars directement au championnat du monde. Entre la fin de la saison régulière et le début du championnat du monde, c'est une période qui est extrêmement courte. Très courte. On parle de 2 semaines, quoi. Ouais, mais tu vois, entre le dernier jour, on a fait le match, j'ai eu un jour de pause et le lendemain, j'ai pris l'avion avec l'équipe pour partir, tu vois. Donc là, tu vois, tu reçois ton costume, tu reçois toutes tes affaires.
Tu te dis, OK, bah là, maintenant, il n'y a plus de cut. Donc, c'est bon, entre guillemets. Et tu fais ça, tu vas là-bas. Premier entraînement, tu t'entraînes. Après, au truc de match, bah, tu vois que tu n'es pas sur la feuille de match. Tu vois. Donc, tu dis, OK, bah, c'est peut-être premier match, tu viens d'arriver, peut-être tu as ton truc, pas de souci. Deuxième match, tu vois encore, tu n'es pas non plus. Tu vois. Tu te dis, OK. Puis après, tu comprends qu'en fait, tu peux garder des licences en attendant, au cas où les gars d'NHL y viennent, tu as toujours une ouverte. Tu vois. Donc, tu dis OK. Puis après, il y avait, je crois, c'était Timo Meyer qui est venu. Tu vois. Mais pour moi, là, tu vois, il n'y a pas de problème en soi. En fait, mon problème, il a été que moi, déjà, j'ai fait champion. J'ai pas pu célébrer avec mon équipe parce que je suis venu, parce que tu m'as appris. Et après, en fait, si tu veux, il y avait des joueurs qui étaient déjà là, sur place, entre guillemets. Il y avait, je vais pas citer le nom, mais il y avait déjà des joueurs, ça faisait déjà 2 semaines qui faisaient la préparation. Donc, si tu savais que tu n'allais pas me prendre, tu n'étais pas obligé de me convoquer, tu vois. Mais donc maintenant, je viens. Et en fait, à la fin du cut, et tu me regardes et tu me dis, écoute, ouais, là, le problème, c'est que bah, tu es venu trop tard. Ouais. Donc, tu vois, avant, j'ai fait 3 préparations. Maintenant, tu m'as dit de revenir, t'imposer dans ton club et puis faire ce qu'il fallait faire. Donc, je l'ai fait. Maintenant, je viens. Donc, j'ai pas la chance de jouer, de me montrer. Mais maintenant, tu me dis, ah, mais vu que tu n'étais pas là, on savait pas vraiment à qui te mettre, donc on va pas te garder. Donc, tu te dis, mais à quoi tu joues? Tu vois? Donc, tu as cette frustration encore où tu te dis, mais à ce moment-là, tu m'as fait louper une opportunité de célébrer avec mon équipe et de passer sur un titre, parce que ça n'arrive pas tous les jours, tu vois, à venir, et puis, en fait, juste frustrer quelqu'un que tu n'auras même pas laissé jouer ou montrer quoi que ce soit, tu vois. Donc, après ça, je lui ai dit les choses, et puis après, voilà. Puis après, c'était un peu la fin de ton aventure en équipe nationale, au final. Tu as parlé de Zurich. Justement, on va revenir un petit peu. Tu gagnes le titre là-bas, la première saison. Justement, on a parlé de tes belles saisons à Bienne, ton arrivée en équipe nationale, Zurich qui te fait une offre, tu restes 3 ans là-bas. Première saison, tu gagnes le titre. Le seul titre, hein, d'ailleurs, sauf erreur, que tu as remporté pour l'instant, j'espère. Raconte-nous un petit peu, ça fait quoi justement de devenir champion suisse? Ouais, c'est incroyable. Le sentiment, il est incroyable. Surtout qu'on n'avait pas eu la meilleure saison. On avait fini, je crois, 7e. Ouais, c'était un peu bizarre. Mauvais début de saison. Ouais, on avait un début de saison un peu mitigé. Il y avait le changement de coach avant les playoffs. Exactement, on a eu 2 cours. On avait eu Hans Kosman qui est venu après. On a eu une période où, je me rappelle, avant que je me blesse, d'invincibilité pendant 1 mois et demi. Ouais. On n'avait pas perdu de match. Puis après, tout d'un coup, on ne gagnait plus. Sur la fin de saison, on perdait beaucoup de matchs quand Kosman est arrivé. Et après, il s'est passé quelque chose. Juste avant les playoffs, il s'est passé quelque chose où on s'est vraiment dit ouais, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et puis en playoff, on a vraiment été bon, je dois dire. Et puis c'était vraiment cool parce que Mathias Seger, c'était sa dernière année, tu vois. Ouais. Donc déjà, de jouer avec quelqu'un comme ça, c'était impressionnant en tant que personne déjà, comme il est, et après le joueur. Et de gagner pour lui comme ça sur la fin, sur sa dernière saison, ouais, c'est un souvenir qui est juste incroyable. Ouais, malheureusement, tu n'as pas pu fêter comme tu voulais le titre, mais je pense que tu gardes quand même des très bons souvenirs avec Zurich. Et je sais que tu es allé à Zurich tout seul. Ouais. C'était justement quand on prend tout ton parcours, et là, tout d'un coup, tu arrives dans une ville où je ne sais pas quel est ton niveau d'allemand. Ouais. Je sais pas quel est ton niveau. Pas mal. Pas mal, même à l'époque. Même au moment où tu arrives. À l'école, j'ai toujours été bon. À l'école en allemand. Mais après, c'est vrai que l'allemand et le suisse-allemand, c'est différent. Mais du coup, tu arrives vraiment là, parce que du coup, c'est des cultures qui sont complètement différentes. Encore plus avec notre côté suisse roman, etc. C'est comment tes années à Zurich? C'était très bien. C'est vrai que, comme tu dis, moi, j'aime toujours refléter sur le passé où je me dis, t'es né à Douala, t'es venu à Montaix, t'as fait Genève, maintenant t'es à Bienne. Et puis après, tu vois, j'habitais à Gladbach, tu te dis, putain, maintenant, tu as un appart à Zurich. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais c'est malade. Qui sait dans 10 ans où tu seras, mais tu vois, et ça motive quand même. Et ça s'est passé, j'ai découvert plein de trucs. Après, tu te diras pas que je suis un paysan, mais c'est vrai qu'à cette époque, j'ai découvert Uber, tu vois. Ouais. À Montaix, il n'y avait pas Uber. Tu vois, donc j'ai découvert. Il y a d'ailleurs maintenant? Je suis même pas sûr, tu vois. Mais on arrive gentiment, mais on espère. Mais tu vois, il n'y avait pas ça. Tu découvres une grande ville, tu vois pas mal de choses, et puis tu apprends à te débrouiller, tu parles pas forcément la langue, mais tu sais que tu n'as pas le choix. Tu dois te débrouiller je parlais l'anglais, vu que je revenais de Seattle, mais c'est vrai que tu es livré à toi-même. Donc c'est de nouveau un apprentissage que tu fais, tu vois. Mais vu que j'avais vécu l'époque Seattle, je savais que j'allais pas avoir peur de l'époque, d'une grande ville, de la période etc. de Zurich, tu vois, parce que là, j'étais quand même à la maison, tu restes en Suisse, et s'il fallait, tu vois, je prenais le train ou la voiture.
en 2h30, 3h, j'étais chez moi. Ah ouais. Et du coup, autre changement d'ambiance parce que tu passes de Zurich à Fribourg, où là, du coup, c'est peut-être plus justement ambiance plus petite ville, presque village de temps en temps. Là-bas, tu fais 5 ans, de belles saisons aussi, de belles saisons Fribourg a fait de belles saisons, des playoffs toujours un peu plus compliqués, etc. Mais de belles saisons. Raconte-nous aussi un petit peu ton passage à Fribourg, justement, avec cette différence un petit peu, de nouveau, de culture, mais où tu pars un peu de ces grandes villes et tu reviens dans une ville qui est un peu plus familiale, on va dire. Ouais, là, c'était aussi ce côté où, tu vois, j'ai vécu 3 ans à parler l'allemand, etc. Ouais. Puis je prenais aussi de l'âge, je me suis dit, j'aimerais bien développer d'autres choses aussi. Donc, peut-être retourner dans une ville romande où je peux de nouveau un peu plus parler, plus m'exprimer. Et c'est vrai que Fribourg, je savais, j'avais déjà parlé à cette époque avec Christian Dubé, et puis je me suis toujours dit, je comprenais pas pourquoi ça allait pas. Tu vois, je les suivais un peu quand j'étais à Zurich. Ouais. Puis je disais, mais ils ont tout pour bien faire. Ils avaient une bonne équipe de ce que je voyais, mais chaque fois, j'avais l'impression que ça allait pas. Donc je me suis dit, j'ai bien envie d'aller voir de l'intérieur pourquoi. Et pourquoi, du coup? Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Bon, c'est pas ici qu'on va en parler. Ouais. Mais oui, tu continues, pardon. Et après, en fait, non, c'était la même chose. Fribourg, le canton de Fribourg, c'est un peu comme le Valais aussi. Donc, j'étais pas dépaysé en soi. Et je savais aussi que je me rapprochais de la maison, tu vois, parce que c'est 45 minutes de chez moi et que j'allais pouvoir plus voir mes amis, notamment ma femme aussi, que je voyais pas beaucoup à Zurich. Et j'avais aussi dans l'équipe, je connaissais pas mal de joueurs aussi. Je connaissais pas mal de joueurs qui jouaient là-bas. Et c'était une autre aventure et je voulais aller voir ça. Avant de revenir à Genève Servette, sur toutes ces aventures que tu as faites, donc entre Seattle, Bienne, tes années aussi en Ligue B, Fribourg ou Zurich, c'est laquelle qui a été celle que tu as le plus préférée, peut-être humainement, et celle que tu as le plus préférée sportivement? C'est pas facile. Sportivement, je vais dire Zurich parce que j'ai gagné le titre, tu vois. Bienne, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était bien. Humainement, un peu partout où je suis passé, humainement, ça a toujours été... Toujours des bonnes expériences. Tu trouves très souvent des bonnes personnes. Après, ça dépend avec qui tu veux partager, avoir un échange. Mais en vrai, simplement, tu ne trouves pas seulement de bonnes personnes. Ça fait un peu écho à ce qu'on m'a dit souvent un peu sur toi, mais c'est Noah Roth qui l'a le mieux exprimé. Il m'a dit, Dave Sutter, en fait, il le dit lui-même, c'est un peu un citoyen du monde. Ouais, c'est juste, je dis toujours, je suis un enfant du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, regarde, je suis né au Cameroun, mais j'ai toujours vécu en Suisse, donc j'ai pas vraiment... Tu vois, on peut pas vraiment me donner la culture africaine, la culture, on va dire, européenne suisse. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai pris un peu de tout ça, on va dire. Et ouais, j'arrive pas à me définir comme une personne en tant que telle, de dire tu viens de là ou t'es ça, tu vois. Je pourrais pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours, je suis un enfant du monde, parce que je suis un peu de partout, tu vois. Et en étant un peu de partout aussi, apparemment, dès que tu arrives à un endroit, tu te... Ça, c'est Noah qui a dit, je pense. Ah, peut-être pas. Non, c'est pas Noah qui a dit. Mais pas que tu t'inventes une vie, mais tu t'inventes ce pays. Puis tu t'inventes une personnalité avec un nom, etc., et que tu dis que tu es de ce pays. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je leur dis. Souvent on parle, puis Noah, il dit qu'il parle espagnol. Il dit qu'il parle, mais ça va. Donc, il parle espagnol, et moi, je lui dis, moi aussi. Souvent, je lui dis, je parle espagnol, puis il me dit, c'est ça, et je lui dis, écoute, parce que mon prénom, c'est Raoul aussi, tu vois. Ouais. Les gens m'appellent Dave, mais en vrai, je m'appelle Dave Raoul. Et je lui dis, moi, je suis cubain, tu vois. C'est vrai, en plus. Mais genre, t'as des origines cubaines? Je sais pas, en fait. Ah, ok, d'accord. Faudrait que je fasse le test, mais non, ça, je le charrie. Mais après, je sais comment les titiller un peu tu vois. J'aime bien avoir ce côté, si je peux faire rire ou quoi que ce soit, ou provoquer, tu vois. Je sais pas si t'as dit, j'aimais bien les débats aussi. Ah justement, j'allais venir là-dessus. Il m'a dit qu'il est même plus en parler avec toi, parce que c'est même pas que tu t'aimes les débats, mais que tu veux finir le débat. C'est qu'en fait, t'aimes tellement être dans un débat, tu veux pas le finir, donc tu veux le continuer. Ouais, j'adore ça. En fait, j'adore la discussion. Je pense pas que j'avais ça avant, mais en fait, je trouve qu'on manque tellement d'empathie que j'aime bien discuter avec les gens pour déjà comprendre leur façon de penser. Et après, des fois, je peux être d'accord avec toi, mais j'aime aller chercher même le petit truc pour te faire voir, en fait, un autre côté aussi, tu vois. Puis que tu me dises, ouais, c'est vrai. Moi, ça me suffit, tu vois. On m'a dit aussi que tu étais un grand sensible. Il paraît, ouais. Je pense que je le suis.
Bah, je suis poisson. Je suis poisson. T'es poisson, t'as dit? Ouais. Apparemment, on est sensible un peu. Apparemment. C'est important pour toi, l'astrologie? Je sais pas si c'est important, mais il y a des choses où je me vois. Ouais. Mais je dirais pas que c'est important. Mais je pense que je suis sensible. On m'a dit aussi que t'aimes bien, quand dans tes débats, t'aimes beaucoup la géopolitique aussi. Ouais, j'aime bien. Et on m'a dit que t'étais sensible. T'es un peu sensible aussi, un peu à, du coup, entre guillemets, tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. Ouais. C'est quelque chose qui travaille, tu y penses? Ouais, beaucoup. Je me fais beaucoup de réflexions sur ce qui se passe et puis après sur moi-même, tu vois, où tu te dis, c'est pour ça revient encore une fois sur ce côté où tu relativises parce que tu sais aussi que il y a d'autres gens qui n'ont pas forcément ta chance. La chance, c'est peut-être d'avoir signé avec Genève Servette. Wow, quelle transition! Ouais, Incroyable. Bon, toi. Ouais, t'as vu, hein. On dirait pas comme ça, mais donc là, tu reviens, t'as signé 3 ans de contrat ici avec Genève Servette. T'es en train de faire ta première vraie saison, hein, parce que la première fois, t'as porté le maillot du Genève Servette, t'as joué que 3 matchs, et t'avais pas beaucoup de temps de jeu. Aujourd'hui, tu viens dans un autre rôle, c'est pas celui que tu avais quand tu étais jeune. Définis-nous un petit peu qui est le DevSuter qui arrive aujourd'hui au Genève Servette, quel rôle tu as et qu'est-ce que tu veux faire avec ce club? Quel rôle j'ai? Après, bon, c'est jamais toi forcément qui fixe ton rôle, tu vois, c'est surtout le coaching staff, etc. Mais je sais que moi, maintenant de mon expérience et de ma carrière, j'ai plus envie d'amener ce côté... maintenant, comme je t'ai dit, le travail, je l'ai appris. L'aspect aussi mental où je sais que ça va pas toujours bien se passer pour nous, mais c'est comment voir au-delà, puis voir positif, puis après amener ce petit truc en plus pour gagner. Et aider à encadrer pas mal. Il y a des joueurs qui sont plus jeunes que moi. Comme tu as dit, avant, quand j'étais ici, j'avais 18-19 ans. Maintenant, j'en ai 33. Tu citais des Goran Bézina, exactement, des joueurs comme ça. Donc, c'est aussi d'avoir ce côté de pouvoir discuter avec eux, parler, essayer de les aider de quelconque manière. Et puis surtout, j'ai plus... vu que maintenant, j'ai réalisé, entre guillemets, ce que je l'ai réalisé, c'est-à-dire la première étape, c'est-à-dire gagner un titre une fois dans ma vie. Maintenant, j'ai la deuxième étape, c'est-à-dire de gagner avec Genève. Et donc maintenant, j'ai plus ce truc où je pense à moi, en fait. Donc ça veut dire que je suis plus au service des autres. De l'équipe. De l'équipe, de ça. Donc je suis prêt à assumer plus ou moins ce qu'on me donne et d'aider mes coéquipiers, comme je l'ai dit, de la meilleure manière. C'est tout. Donc c'est plus ça que je veux amener, c'est cet aspect d'un gars sur qui tu peux avoir confiance et puis sur qui va t'épauler, quoi. Jusqu'à même jouer en attaque? Ouais, tu vois, jusqu'à même jouer en attaque. On l'a vu, en plus, t'as bien joué. J'ai failli marquer. Ouais, t'as failli marquer. Il y a eu un moment où j'ai cru que... Je savais pas si c'était toi ou Yessé. J'ai mon maillot. Parce que... Ah ouais, carrément. J'ai enlevé mon maillot. Tu l'aurais montré comme ça aux fans adverses, etc. Léo Messi. Ouais, Léo Messi. Moi, je connais pas, non. Mais je pense, on m'a parlé de lui, je pense que ça va être un très bon joueur de foot. J'ai le nez pour ça. Je pense que Léo Messi, ça va être un bon joueur de foot. Mais non, mais on avait vu, t'as accéléré comme ça. Franchement, t'étais pas loin de marquer. C'était bien, cette pige en attaque? C'était spécial. C'est un sport différent. C'est très différent. Tu vois. En plus, comme je dis, je suis plus quelqu'un d'un peu plus chill. Ouais. Attaque, c'est vrai que c'est beaucoup. Tu patines des fois un peu. T'as l'impression dans le vide pour essayer d'avoir justement ce puck. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus frustrant, je pense, attaquant. Après, c'est vrai que t'as les lumières. Ouais. Donc, si tu marques tout, c'est vrai que c'est cool parce que t'as moins cette pression. Parce que, en fait, ton seul but, c'est plus ou moins de créer de l'attaque. Mais c'est vrai que c'est niveau cardio et tout, c'est chaud. Ouais. Arnaud Jacquemet avait fait le contraire. Tu commencé défenseur, attaquant avait fini défenseur. Ouais. Toi, tu te verrais bien dans un rôle d'attaque si on te redonnait s'il fallait aider, oui, pourquoi pas. Mais t'es mieux défenseur? J'ai commencé gardien. Hein? J'ai fait gardien aussi. Ah mais bon? Pas en tant que pro, mais quand j'avais 11 ans, je crois, 11 ans et demi, je crois que j'avais les photos là. Mais j'avais arrêté le joueur pendant 1 an pour faire gardien. Ah ouais? C'est pas une expérience qui t'avait plu? Après, en fait, comment dire, je me faisais chier un peu parce qu'il se passe pas grand-chose. En fait, j'ai vu que j'avais pas le mental d'être un gardien. Parce qu'on dit toujours, ils sont un peu dans leur monde. Et j'ai vu que je suis pas assez dans mon monde. Pour toi, t'as l'air bien dans ton monde quand même. Pourtant, oui, je suis dans mon monde, mais pas assez dans mon monde, je pense. Du coup, t'as vécu beaucoup d'expériences. On dit, t'es un joueur de 33 ans, t'as vécu plein de trucs, etc. T'as même joué en attaque. Là, aujourd'hui, si tu reviens à Genève, si tu devais rencontrer le DevSuter que t'étais à 17 ans, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil je lui donnerais? Franchement, de pas avoir peur et puis de pas se laisser définir en tant que joueur. Comment ça? C'est-à-dire que en général, on te donne, c'est presque comme si on te colle une étiquette.
tu vois, en disant ah bah t'es ce genre de joueur ou t'es ce genre de joueur. Puis en fait après en suivant ce cheminement, bah tu le deviens parce que on te dit de faire ça, tu vois. Alors que c'est vrai que si tu restes dans ton mindset et tu fais ce que pas ce que tu veux faire, mais c'est vrai que jeune, ce que tu te dis que je suis capable de faire, bah après on va pas forcément te coller une certaine étiquette. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de ces saisons avec le GSHC? Avec le GSHC, Ouais. pas mal de choses, dans le sens que je pense que on a vraiment un club qui a vraiment moyen de faire partie des grands, on va dire, des tout grands. Et je pense que chaque saison, on se devrait, déjà pour la ville, parce que bah, la ville de Genève est magnifique, donc d'avoir un club qui performe, je pense que c'est le standard minimum, de se dire que ce club, il devrait en tout cas arriver, comme j'ai dit, chaque année en play-off et puis jouer le titre presque chaque année, tu vois, que ça soit demi-finale. Mais je pense que c'est le standard, le minimum qu'on devrait pouvoir se donner. Ouais. Et en 12 ans, entre le moment où tu as quitté le club et tu reviens, quelle est ton image sur le club? Comment tu vois? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que c'est le même? Non, il a bien évolué quand même. Je pense qu'il a bien évolué. Il s'est passé pas mal de choses. Bah, je pense rien que là, comme je vois, tout ce qui est, bon, pas forcément là, mais le groupe Grenat, quand je suis arrivé, tu vois, il n'y avait pas à mon époque. On sent que ça, c'est devenu beaucoup plus professionnel, mis à part la patinoire, qui est la même que j'ai connue. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, et ça s'est vu. Si Genève a réussi à avoir un titre, ce que beaucoup d'équipes essayent et puis n'ont pas encore eu, c'est-à-dire un titre, et en plus de ça, un titre de champion suisse et de champion d'Europe en très peu d'années, comme ça, c'est quelque chose déjà de grandiose. Et je pense que ça, c'est ce qu'on doit prendre pour la continuité, puis pouvoir répéter ça de manière beaucoup plus fréquente. Tu as parlé un petit peu que tu aimais bien un peu tous les sports, que bah, tu adorais le foot, que après tu as appris à aimer le basket, etc. Et là, on doit te faire de la boxe maintenant, à la fin des matchs. Genre comme si tu n'en avais pas eu assez avec les matchs, tu vas encore boxer après. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ce bordel? Ouais, j'aime. Bah déjà, avant, il faut savoir, quand j'étais à Fribourg, j'étais parti d'un club de boxe. Donc j'allais boxer les lundis, mercredis, jeudis. Ouais, j'allais 3 fois par semaine. Genre en plus de tes entraînements? Ouais, mais je voulais d'un côté aussi, parce que ça m'aidait à beaucoup transpirer, un peu à me tenir en forme, maintenir en forme. Et ici, je me suis dit, bah, on en parlait avec Gaëtan Brouillard, qui est le préparateur physique. Je disais, mais c'est pas mal de faire ce genre de sport, parce que pour la tête, déjà mentalement, et puis en termes de cardio. Donc après, on a eu l'idée, c'est lui qui me tenait d'abord les PAO. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas inclure le petit Simas? Parce que c'est vrai que, comme je dis, je l'ai vécu aussi quand tu arrives, tu as 18 ans. Des fois, tu as ce côté où tu es content d'être là, mais tu n'es pas prêt à répondre, que ça soit physique, de manière physique ou même verbale. Et en fait, c'est plus d'amener cette confiance en soi. Parce que la boxe, c'est aussi beaucoup ça, où tu te sens plus à l'aise, tu reçois des coups, c'est comment gérer ça. En plus, tu es des fois fatigué. Je vois plus ça comme une école de la vie, en fait, la boxe, tu vois. Tu te fais mal, tu te relèves, tu dois analyser. Comme j'ai dit, des fois, il faut accepter les coups. Et je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec notre sport. Hein. Le tout dans un respect absolu. Exactement, toujours dans le respect. Et puis, en même temps, comme j'ai dit, niveau cardio, c'est dur. Donc, c'est vrai qu'avec Simas, on le faisait pas mal. On allait après l'entraînement, on se mettait quelques coups. Et puis, le but, c'est de développer ça. Et en même temps, je pense. Enfin, j'ai des bons retours aussi de sa part où il me dit que ça aide aussi. Mais c'est vrai que là, on l'a plus trop refait, mais il faut qu'on s'y remette. Ouais. Ouais, hâte de voir ça. On va, juste avant qu'on finisse, on va passer sur un petit truc. C'est un tu préfères. Alors attention, pas de questions, que des trucs qu'on peut diffuser. Donc t'inquiète, il n'y aura pas de questions un peu bizarres. On sait que vous êtes quand même très adepte des tu préfères dans le vestiaire. Ouais, dans le vestiaire, il y a tellement de choses. Si tu entendais nos questions, nos discussions. D'ailleurs, on avait la dernière fois une discussion, je m'étais posé la question, enfin avec Noah, on se pose pas mal de questions d'ailleurs. Qu'est-ce qui avait été... D'abord, on disait une orange, tu vois, l'orange. Ouais. Est-ce qu'on a donné le nom à l'orange à cause de l'orange ou c'est la couleur d'abord? Puis vous en avez déduit quoi? On avait vu qu'apparemment, la couleur orange s'appelait safran avant. Tu vois, donc l'orange... Mais safran, mais du coup, parce qu'il y avait le safran aussi. Ça, c'est l'épice que là, tu vas repasser sur une autre question. Mais du coup, on a appelé le safran parce que c'était le safran ou parce que ça donnait la couleur safran? Je pense la couleur. Parce que d'abord, je crois la couleur safran, c'était... c'est ça qui disait orange, tu vois. Mais du coup, tu sais pourquoi on dit le grenat? Explique-moi. Mais c'est une pierre qui a cette couleur. C'est une pierre? Ouais. Ok.
Le Grenat. Ok, c'est bien à savoir. Bah voilà. Je- J'aurais pu faire des discussions de vestiaire, en fait. Oui, après, il y a aussi d'autres trucs. Ouais. Mais est-ce que pour. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on va lancer la petite séquence du tu préfères. Tu peux répondre gentiment, au tac au tac. Tu peux développer aussi si tu veux. Tu préfères Wayne Gretzky, ouais, j'ai bugué, ou Michael Jordan? Michael Jordan, je pense. Montaix ou Fribourg? Montaix. Montaix ou Genève? J'ai grandi à Montaix quand même. Montaix. Un hiver à Douala ou un été à Genève? Franchement, un état. Il fait chaud aussi. En Suisse, il fait très chaud aussi. Parce que l'hiver à Douala, il fait très chaud. Oui. Je pense que c'est un été à Genève. Le chanteur Dave ou les viandes Suter? Les viandes Suter, j'adore la viande. D'ailleurs, on m'a dit que tu aimais bien chanter. Ouais. Tu pourrais nous faire un peu de James Blunt? Le James Blunt, You're Beautiful. Ouais, il paraît Mais que je la chante plus maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai mieux. Ah, t'as quoi? J'ai mué maintenant. Ah, t'as mué, j'ai cru que t'as dit j'ai mieux. Non, j'ai mué. Et du coup, tu peux pas nous faire une démo? J'ai plus la même voix qu'à l'époque. Je pense Elliot, il t'a dit que je chantais bien, mais avant. Mais je il m'a chantais dit bien. vraiment, genre, c'était incroyable. Ouais, mais maintenant, j'ai mué. Il y a d'autres chansons qui se prêtent mieux à ta voix? Là, comme ça, qui me viennent à l'esprit, non, je sais pas. Un peu déçu. Tu préfères un week-end de fête avec Elliot Berton ou un week-end en famille avec les Jacques? Ouais, un week-end avec les Jacques May. Ouais. Un week-end de fête avec Elliot Bertrand, quand même, c'est magique. Tu préfères bloquer un gros slap shot à la dernière seconde ou marquer un but à la dernière seconde d'un match? Après, ça dépend, il y a toujours la situation. Est-ce que le slap shot, si je le bloque, Si tu le bloques pas, il y a but. Ils égalisent, vont pas en prolongation. Et si je marque, si le tu match, marques, il est on fini gagne, ou on gagne le égalise match. juste Non, on gagne le match. Donc, on gagne le match et l'autre, ils égalisent. Bah, ouais, on le perd. Parce qu'ils égalisent, mais on perd après. Bon, on va dire marquer un but, ouais, comme ça on gagne, ouais. Jouer en attaque ou en défense? En défense. Gagner le titre avec le GSHC ou être champion du monde avec la Suisse? Gagner le titre avec GSHC. Les Vernets ou le trèfle blanc? Il a l'air magnifique, trèfle blanc. Si tu avais la possibilité de mettre une charge très dure, très très dure, mais tout à fait correcte à un joueur, à qui tu préférerais la donner? Un joueur à qui je préférais la donner. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a qui comme ça que je pourrais dire? Après, il y en a peut-être pas, hein. Il y a comme ça qui me vient à l'esprit. Non, après je pourrais te dire sûrement des costauds, un C4 ou un Kovar, des gars comme ça, ouais. Et dernière question, t'es team raclette ou peut-être Ndolé? Oh, Ndolé. Ndolé, ouais, bien sûr, Ndolé. Plutôt le Ndolé? Ouais, c'est bon, Ndolé. Tu veux expliquer un peu ce que c'est? Moi, je sais parce que du coup, j'ai regardé, mais... C'est compliqué à expliquer. Franchement, je pourrais même pas te dire. C'est dur à faire en plus. Ah ouais? Ouais, c'est très long à faire et c'est très dur. Toi, t'en as déjà cuisiné ou pas? Non, c'est impossible. Ouais. Ta mère? Ma Tes mère, cousines? Ma mère, ouais, elle le faisait. Le Ndolé, c'est bon. Hein. Ah ouais? Ouais, je suis plus Ndolé. Ouais. Tu pourras nous en amener une fois? Moi, j'aimerais trop goûter. Faudrait que je demande à ma mère, ouais, c'est possible. Vas-y, organise ça. Par contre, toi qui aimes vraiment bien manger, J'adore. ouais, il paraît que quand tu manges quelque chose de vraiment très bon, tu fais vraiment des bruits chelous. Ouais. Genre, chelou. Apparemment, on en a discuté, j'en avais discuté avec Noah et je me rendais pas compte. Mais il paraît que je fais des. C'est bon. Ouais. Mais Tu m'as dit que c'était gênant des fois. Ouais, mais je me rends pas compte. Des fois, quand je mange bien, en général, je suis silencieux et peut-être que je suis dans mon monde. Tu vois, quand je te disais avant, t'es dans je ton suis monde. Ouais. dans mon monde, mais pas dans mon monde. Ah ouais. Des fois, je pense que je suis dans mon monde. Mais j'aime beaucoup la bouffe. Ouais. C'est sur cette belle anecdote qu'on va s'arrêter. Peut-être juste avant qu'on se dise au revoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison avec le club? Vous pouvez me souhaiter déjà pas de blessure, de la santé. Donc on touche du bois. Désolé d'avoir tapé. Pas Félicien. Et pas Félicien. Ouais. Et un titre. Et un titre. Et un titre. Ça, vous pouvez me souhaiter. Merci Dave, merci beaucoup pour ta présence, pour tout ce que tu nous as donné. J'espère que ça va ravir tous nos supporters et tous nos suiveurs. Je te souhaite une excellente fin de saison et puis on se revoit très très bientôt à la patinoire et merci pour tout. Merci à vous. Ciao.